Bonjour, je suis Agnès Terrier, la dramaturge de l'Opéra Comique, et je vous souhaite la bienvenue dans le théâtre de l'Opéra Comique, la salle Favart. L'opéra comique, c'est d'abord un genre théâtral, un mélange d'opéra, donc de chant et de danse, et de comédie parlée. L'opéra comique est né au début du XVIIIe siècle dans les foires parisiennes, et ce genre a eu tellement de succès que très rapidement, les forains qui l'avaient développé ont choisi d'appeler leur troupe l'opéra comique. C'est donc une institution qui existe depuis plus de 300 ans. C'est un genre qui s'est énormément développé au XVIIIe et au XIXe siècle, dont les titres les plus connus sont Carmen, Manon et les contes d'Hoffmann. Et puis c'est un art du parler et du chanter. C'est un lieu, un théâtre, qui se situe dans le 2e arrondissement. C'est un théâtre qui n'a pas bougé depuis avant la Révolution française, qui présente les mêmes proportions qu'avant la Révolution française, donc un petit théâtre, un bijou. Il a brûlé 2 fois au 19e siècle, mais il a été reconstruit relativement à l'identique. Et ce théâtre porte son nom à lui, il s'appelle la salle Favart, du nom de Charles Simon et Justine Favart, un très grand couple d'auteurs et d'interprètes du milieu du XVIIIe siècle. Lorsque la 3e salle Favart, où nous nous trouvons aujourd'hui, a ouvert en 1898, à quelques mois de l'ouverture de la grande exposition universelle qui célébrait la fée d'électricité, eh bien la salle Favart à ce moment-là était non seulement considérée comme le berceau de la musique française, mais aussi comme le théâtre le plus moderne d'Europe, parce que c'était le premier à être équipé avec l'électricité, à la fois pour les espaces publics, pour l'éclairage des spectacles et pour le fonctionnement de la machinerie. On venait donc à l'Opéra Comique à la fois pour redécouvrir le grand répertoire français dans l'acoustique qu'il avait vu naître, mais on venait aussi voir des spectacles éclairés avec l'électricité. Et par ailleurs, ce qu'on ne voit pas lorsqu'on vient à l'Opéra Comique, c'est que le théâtre entier est conçu sur une structure métallique qui est exactement la même que celle mise en œuvre pour la Tour Eiffel, du fer pudelé. C'est un théâtre qui, sous son apparence de bonbonnière, est une merveille de technicité pour la fin du XIXe siècle. L'Opéra Comique a été fermé le 2e semestre 2015 et toute l'année 2016 afin de réaliser de très gros travaux dont nous avions besoin. C'était en premier lieu des travaux pour améliorer le confort et la sécurité du public, puisqu'il s'agissait d'installer une ventilation, un renouvellement de l'air agréable pour les artistes et le public. Et il a fallu transpercer le bâtiment, faire passer des gaines et puis tout remettre en état puisque le théâtre est classé. Et aujourd'hui, nous avons dans la salle une atmosphère qui est extrêmement agréable. On a plus chaud et le public est également protégé contre tous les risques d'incendie. Ça n'arrive plus, bien entendu. Depuis 1887 et le grand incendie de l'Opéra Comique, on a appris à vraiment mettre en place les process de sécurité indispensables pour l'accueil du public. Mais enfin, aujourd'hui, l'Opéra Comique a rouvert avec une atmosphère et une sécurité parfaite. Et par ailleurs, on en a aussi profité pour améliorer l'accueil de tous les types de public et puis restaurer la salle, la rafraîchir, la nettoyer, elle en avait quand même besoin. Aujourd'hui, on est donc dans un théâtre qui est très moderne et qui est très beau. L'Opéra Comique, c'est une équipe et comme dans tout théâtre, c'est une équipe qui associe des techniciens, du personnel administratif, des artisans et des artistes. À l'Opéra Comique, il n'y a pas de troupe de chanteurs, de danseurs et de musiciens, mais nous accueillons avec une grande régularité des artistes que nous aimons, qui reviennent avec plaisir dans nos murs. Et puis la petite équipe qui s'occupe de ce théâtre, administrative et technique, elle a toutes sortes de compétences et comme le théâtre est petit, nous nous croisons, nous délibérons, nous échangeons et ça crée une atmosphère très particulière. Et parmi les corps de métier dont nous sommes très fiers et que nous développons à l'Opéra Comique, il y a évidemment la fabrication des costumes. Nous avons un très bel atelier costume où tous les corps de métier sont présents, où tous les ateliers sont possibles et c'est un atelier costume qui ne fait que de la création.
Le foyer d'un théâtre comme l'Opéra-Comique, c'est un endroit très important car emblématique de l'histoire et de la vocation de l'institution. Alors dans le foyer de l'Opéra-Comique, on a beaucoup d'histoire de la musique française et puis on a aussi cette élégance, cette intimité, ce foisonnement, cette chaleur qu'apporte la lumière puisqu'on est orienté plein sud. Tout cela, ce sont des caractéristiques de l'Opéra-Comique, puisque c'est un lieu de partage, d'échange, d'élégance, de sourire. Alors, dans le foyer de l'Opéra-Comique, ce qu'il y a de remarquable, ce sont les peintures, d'une part. On a en particulier deux peintures historiques d'Henri Gervex, l'une évoquant de façon totalement fallacieuse la naissance de l'opéra en France, à la cour d'Henri III, ce qui est une absurdité, et l'autre beaucoup plus réaliste, également d'Henri Gervex, qui évoque et qui même dépeint assez bien la naissance de l'Opéra-Comique au début du XVIIIe siècle à la Foire Saint-Laurent, et on aperçoit au fond de la peinture l'église Saint-Laurent qui est toujours en place aujourd'hui sur le boulevard Magenta. On voit sur cette peinture très intéressante que devant le petit théâtre de l'Opéra-Comique se presse un public très mixte, des aristocrates et des bourgeois, des gens du peuple, des adultes et des enfants. Ce public très mixte va entrer dans un théâtre où il paiera sa place. C'est ça l'Opéra-Comique au XVIIIe siècle, c'est un théâtre qui s'adresse à ses contemporains et qui lui raconte des choses émouvantes, exaltantes, amusantes sur son quotidien et sur ses perspectives. Par ailleurs, dans le foyer, on a des peintures soit allégoriques qui concernent les différentes parties de la musique, le plafond par exemple, qui évoque les rythmes et les notes, soit des peintures qui évoquent des scènes d'opéra-comique très populaires à la fin du XIXe siècle. Par exemple, une peinture qui représente un duo d'amour dans Zampa de Ferdinand Hérold. C'est un ouvrage, un drame, opéra-comique si on veut, mais un peu dramatique des années 1830, très romantique, qui se passe en Sicile au XVIe siècle. Dans ce tableau de la Sicile du XVIe siècle, si on fait quelques pas de côté, on aperçoit un petit tableau parisien avec une tour Eiffel. Et ça, c'est un hommage qu'Albert Maignan, qui est le deuxième peintre du foyer, a rendu à Gustave Eiffel, puisque lorsqu'il a peint cette peinture, on venait de décider de maintenir la tour Eiffel à Paris. Donc il a surpris tout le monde, Albert Maignan, en ne disant à personne qu'il introduisait la tour Eiffel dans ce panorama sicilien. On s'en est rendu compte alors que la peinture était déjà posée. C'est un clin d'œil. L'autre élément remarquable de ce foyer, ce sont les lustres, des lustres en bronze doré, signés des ateliers Christoffel, qui faisait beaucoup de bronze doré à la fin du XIXe siècle et qui avait inventé une technique pour fixer l'or dans le bronze, qui utilisait l'électrolyse, c'est-à-dire l'électricité dont on déployait depuis peu tous les usages industriels. Grâce à l'électrolyse, on arrivait à produire des bronzes dorés de très grande qualité, et ça a motivé évidemment l'architecte du théâtre qui souhaitait célébrer l'électricité à l'Opéra-Comique. Ça l'a motivé à commander ces lustres splendides dans lesquels nous avons, au cours de la restauration de 2015-2016, installé des ampoules qui rappellent les ampoules électriques qu'on utilisait à l'époque, avec des filaments visibles et une vibration d'électricité qui fait chatoyer les dorures. On a les mêmes ornements en bronze doré sur les portes en marbre. Ce sont des ornements qu'il a été évidemment un peu difficile de restaurer. Il a fallu les démonter un par un, les numéroter, les faire tremper dans des bains avant de les réinstaller. Mais tout cela avait été extrêmement bien fait et tous les morceaux ont retrouvé leur place après la restauration. Si on fait quelques pas et qu'on va dans l'avant-foyer, qui n'a pas encore été restauré, on aperçoit les bronzes dorés tels qu'ils étaient avant la restauration. On aperçoit des bronzes dorés qui sont très bruns. Cette patine n'est pas de la saleté. C'est pas le temps qui passe sur les bronzes dorés qui les ternit comme cela, ou qui les fonce. En vérité, les bronzes dorés à l'Opéra-Comique, comme dans beaucoup d'édifices publics à Paris, ont été badigeonnés de brun au début de l'occupation allemande pour les protéger contre ce qu'on redoutait, qui était le vol de tout ce qui était beau par les Allemands. Et l'Opéra-Comique, donc comme beaucoup de lieux à Paris, a été badigeonné de brun. C'était certainement une bonne idée, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on n'a pas subtilisé ces éléments magnifiques. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué à nettoyer, mais l'éclat retrouvé est extraordinaire.
Nous sommes dans le hall d'accueil de l'Opéra-Comique qui donne sur une très jolie place, la place Boiel-Dieu. L'Opéra-Comique tourne le dos au métro, certes, mais il a l'avantage de s'ouvrir sur une place délicieuse et d'être orienté au sud. Il est baigné de lumière, l'Opéra-Comique, parce que c'était un des réquisites lors de la reconstruction de cette troisième salle Favart. En 1887, la deuxième salle avait brûlé en pleine représentation avec son public et les gens avaient eu beaucoup de mal à trouver leur chemin pour quitter l'édifice parce qu'ils avaient été plongés dans le noir par le chef gazier qui avait coupé la lumière, craignant une explosion. La deuxième salle Favart était très peu percée vers l'extérieur, d'ouvertures, de fenêtres, de portes évidemment. Donc le public était resté prisonnier du théâtre. Alors en 1898, la troisième salle Favart a rouvert un édifice avec énormément de portes, énormément de fenêtres, des espaces publics baignés de lumière naturelle où on circule aisément et dans lesquels on peut faire intervenir aux besoins des pompiers sans difficulté. L'autre caractéristique de l'Opéra-Comique, c'est d'accueillir le public avec deux figures féminines. Quand on compare avec le Palais Garnier qui accueille le public avec 4 messieurs assis dans des fauteuils et qui ont l'air plutôt revêches, 4 compositeurs, on sent bien la différence. L'Opéra-Comique, c'est un théâtre du mouvement, c'est un théâtre de la comédie, c'est un théâtre de la société. Donc les deux femmes qui vous accueillent, elles sont emblématiques du sentiment, de l'émotion, elles savent vivre leur vie, elles ont pris leur destin en main, c'est Carmen et c'est Manon. Et ce sont deux personnages qui vous plongent tout de suite dans la fiction et qui vous plongent aussi dans un répertoire qui est accessible à tous, qui raconte les mouvements de la vie. C'est un théâtre du féminin. C'était très réconfortant pour le public de 1898 de rentrer dans cet édifice que Bizet et Massenet avaient marqué de leur grande création, que d'autres compositeurs encore dont on retrouve les noms sur les murs ou dans la salle avaient marqué de leur présence. C'était important pour le public de savoir qu'ils allaient retrouver les grands ouvrages emblématiques de l'Opéra-Comique, qui était un théâtre de création, et après tout, ces ouvrages n'étaient pas très anciens, puisque Bizet avait créé Carmen en 1875 et que Massenet avait créé Manon en 1884. Les ouvrages étaient relativement récents encore dans le répertoire. Le nouveau directeur en 1898 prévoyait de les remonter à grands frais, d'en faire des mises en scène actualisées avec de jeunes artistes. Donc on est dans un théâtre, on le sent dès qu'on arrive, on est dans un théâtre à la fois où la création côtoie la tradition, mais où on sait faire revivre la tradition, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'Opéra-Comique. Et on est également dans le théâtre de la vitalité de la société et de l'affirmation de ce qui était marqué comme féminin au XIXe siècle, l'affirmation des émotions, des sentiments, et ça aussi c'est une identité très forte pour l'Opéra-Comique, et c'est ce qui distingue l'Opéra-Comique de l'opéra. Nous sommes dans un théâtre à l'italienne, mais un théâtre à l'italienne qui est très français, en ceci que les loges sont très ouvertes, il n'y a pas de haute balustrade, l'espace est ouvert de façon à ce que les gens puissent communiquer visuellement. Nous sommes en effet dans un théâtre qui hérite de la tradition sociale des théâtres au XIXe siècle. Fin XIXe, on vient encore au théâtre pour se montrer, pour faire des rencontres, et à l'Opéra-Comique très spécifiquement pour organiser les mariages, puisque l'Opéra-Comique était le théâtre de la bourgeoisie et des entrevues de mariage. Il y en avait 5 à 6 par soir et l'Opéra-Comique ouvrait tous les soirs. Dans chaque loge s'installait une famille qui était abonnée pour un soir par semaine, et génération après génération, les jeunes gens, les jeunes filles étaient amenés à l'Opéra-Comique où on savait que les spectacles étaient accessibles car mêlés de parler et de chanter, et où les spectacles aussi étaient de bon goût et montraient le triomphe de la vertu. Ça se terminait en général par un mariage et l'anéantissement de tous les vices et de tous les dangers. Alors à l'Opéra-Comique, du coup, cette tradition de sociabilité faisait que l'espace comme cela favorisait les échanges de regards et les rencontres dans le foyer. Il faut aussi bien comprendre, et on le constate quand on regarde une salle comme celle-ci, que ces riches décorations, ces dorures, ces tentures magnifiques, ces couleurs choisies avec soin n'étaient pas faits pour être plongés dans le noir dès le début du spectacle. De fait, on n'a pas éteint la lumière dans les théâtres en Europe avant l'entre-deux-guerres. C'est Richard Wagner qui a commencé en 1876 à Bayreuth, mais il était bien le seul et ça faisait peur à tout le monde, en premier lieu à ses spectateurs qui frémissaient d'angoisse à l'idée qu'il pourrait leur arriver quelque chose pendant le spectacle. On exigeait d'assister au spectacle en pleine lumière parce qu'on faisait partie du spectacle. À l'avant des loges s'asseyaient les dames, richement vêtues, bien décolletées, couvertes de bijoux. Les messieurs se tenaient plutôt debout derrière et on venait autant pour se montrer que pour observer. Les jeux de lorgnettes se faisaient autant à l'égard du plateau qu'entre les loges.
Donc dans cette salle, on a scié 1200 personnes. On a essayé davantage de spectateurs au début du XXe siècle, mais évidemment on a amélioré le confort, donc on a desserré un peu les sièges. Il y avait beaucoup plus de loges au début du XXe siècle qu'aujourd'hui. On a un peu décloisonné pour installer les gens plus confortablement. 1200 personnes dans cet espace qui est relativement petit, qui est très intime. Cela favorise une acoustique excellente. On n'est jamais très loin de la scène. On baigne dans la musique et lorsque les chanteurs passent au parler, puisque nous continuons aujourd'hui à programmer de l'opéra comique et éventuellement de l'opérette ou de l'opéra bouffe, ce sont des genres qui alternent aussi le parler et le chanter, et bien lorsque les acteurs passent du chant au parler, ils n'ont pas besoin de forcer la voix, on les entend parfaitement, et lorsqu'ils retournent au chant, ils sont parfaitement compréhensibles, ils n'ont pas besoin de forcer sur leur voix et ils peuvent servir les mots qu'ils chantent avec la même intention, la même sensibilité qu'à l'égard du parler. Donc cet art du parler chanté, cet art de l'opéra comique, il a besoin d'un théâtre pas trop grand pour se déployer et l'opéra comique a les proportions parfaites. Nous avons une fosse d'orchestre qui peut accueillir jusqu'à une grosse cinquantaine de musiciens. C'est la contenance entre guillemets traditionnelle de l'opéra comique. Tous les opéras comiques au XVIIIe, XIXe siècle ont été composés pour ce type de formation. Claude Debussy, lorsqu'il a orchestré Péléas et Mélisande, a travaillé pour l'orchestre de l'opéra comique et donc une cinquantaine de musiciens. Aujourd'hui à l'opéra comique, on peut programmer tout le répertoire du XIXe siècle jusqu'au moment où il a connu une inflation énorme à l'Opéra de Paris. Mais pour ce qui est du répertoire de l'opéra comique, qui est le grand répertoire aujourd'hui connu dans le monde entier, on peut le donner dans son intégralité. On a aussi une salle qui est très propice au répertoire baroque puisqu'elle a des proportions héritées de l'Ancien Régime. On peut jouer ici même des œuvres très anciennes du XVIIe siècle, de Purcell, de Cavalli, de Monteverdi. Elles résonneront de façon magnifique. La fosse d'orchestre est montée sur vérin, donc on l'élève et on l'abaisse en fonction des desiderata du chef d'orchestre afin d'aménager la plus belle balance acoustique possible entre les voix des solistes sur la scène et le son orchestral qui émane de la fosse. On peut même élever la fosse d'orchestre jusqu'au niveau du plateau pour certains concerts ou certains spectacles uniquement parlés. On peut faire passer des passerelles au-dessus de la fosse, créer une circulation entre la scène et la salle. On peut mettre les musiciens sur la fosse et les chanteurs, les musiciens sur la scène et les chanteurs dans la fosse. Tout est permis à l'opéra comique. Tout est permis et cependant, on voit de la salle un cadre de scène qui n'est pas très grand, qui fait 10 mètres de large sur 10 mètres de haut. Et on voit un plateau qui n'est pas très profond puisqu'on aperçoit le mur du lointain qui est à 15 mètres de l'avant-scène. 15 mètres de profondeur de plateau, un cadre de scène assez réduit et surtout, ce qu'on ne voit pas de la salle, c'est qu'il n'y a pas de coulisses à l'opéra comique. L'opéra comique a une cage de scène qui est totalement verticale. Le plateau fait 15 mètres de profondeur, il en fait 17 de largeur. Donc c'est à peu près la même chose que la profondeur. Le plateau c'est un carré qui est bordé de murs en briques sur une structure métallique. Et ces murs en briques et cette structure métallique s'élèvent en revanche très haut puisque le cadre de scène est plus que doublé dans la hauteur. En effet, lorsqu'en 1898 le théâtre a rouvert ses portes, il était sur son petit terrain de 55 mètres sur 33 au centre de Paris. Il avait été impossible d'agrandir le périmètre de l'opéra comique. On ne pouvait pas supprimer des rues ou faire sauter des immeubles. Donc l'opéra comique a retrouvé en 1898 les proportions qu'il avait auparavant, qui étaient d'avoir une très haute cage de scène dans laquelle on stockait les décors, des décors qui étaient des toiles peintes tendues sur des châssis, avec des trompe-l'œil magnifiques et une très grande variété décorative. Mais enfin, c'était uniquement des toiles peintes et des châssis latéraux. Tout cela était stocké en hauteur et il n'y a pas de coulisses latérales, il n'y a pas non plus derrière le mur du lointain. À part un dégagement, il n'y a à peu près pas d'espace pour stocker les décors. Donc, nous sommes dans un théâtre qui s'est modernisé le plus possible au fil du temps, et en même temps, nous héritons d'une structure ancienne qui est extrêmement stimulante en vérité pour les scénographes qui travaillent chez nous, puisque dans cet espace réduit, avec un petit monde de décors, ils sont obligés d'avoir des idées extraordinaires pour que leur décor évolue au fil du spectacle. Et nous proposons des spectacles avec 3 décors si on a 3 actes, 5 décors si on a 5 actes, mais c'est un décor qui se transforme. Les scénographes sont obligés de penser le décor qui va se transformer à vue ou pendant qu'on baisse le rideau lors d'un entr'acte. Mais il faut être astucieux et c'est un très beau défi pour un créateur aujourd'hui.
L'un des éléments décoratifs importants de la salle Favart, c'est son plafond. Un plafond signé Benjamin Constant et qui raconte le sacre de l'Opéra-Comique. Si on regarde plus en détail, on aperçoit Manon dans sa chaise à porteur, Manon qui triomphe sur le cours La Reine dans l'Opéra-Comique du même nom de Massenet. Alors cette peinture, curieusement, est interrompue en son centre par un lustre. On peut se demander pourquoi un lustre aurait été posé sur une aussi jolie peinture. Eh bien en effet, ce lustre n'est pas d'époque. Le lustre n'est pas de 1898 comme la peinture, le lustre est de 2007 et il a une histoire. C'est un lustre qui nous a permis de rééquilibrer l'acoustique de la salle qui avait été affectée par des travaux réalisés dans la fosse d'orchestre quelques années plus tôt, des travaux qui avaient affecté l'acoustique. Or, l'Opéra-Comique étant un théâtre de parler-chanter, il est important que l'acoustique y soit parfaite et que le public ait bien le sentiment de partager la vie des personnages qui sont sur la scène le temps de la représentation. Donc ce lustre, qui certes nous éclaire, est surtout un lustre acoustique. Lorsqu'on se tourne vers le spectacle et avant que la lumière s'éteigne dans la salle, on constate qu'il y a deux grandes loges à gauche, côté jardin, et à droite, côté cour, qui encadrent la scène. Ces deux grandes loges sont des loges d'apparat. On peut s'en douter, toute personne qui paraît dans une de ces loges est dans la vision scénique et se laisse admirer, de même que les artistes, par l'ensemble de la salle. Traditionnellement, ce sont les loges d'apparat, les loges de réception. Côté jardin, à gauche, c'est celle qu'on appelle la loge Élysée, parce que le président de la République, Félix Faure, s'y est installé lors de l'inauguration de la troisième salle Favart où nous nous trouvons en décembre 1898, l'orchestre jouant la Marseillaise. Voilà, le président Félix Faure était là pour saluer le public, tandis que sa femme était tombée dans l'escalier, le petit escalier qui menait à cette loge derrière lui et encombré de toutes ses dentelles, ne savait pas comment se redresser, mais ça, très peu de personnes s'en sont aperçues. En face de la loge Élysée, il y a une autre loge, donc côté cour, à droite lorsqu'on regarde la scène, et cette loge s'appelle la loge Choiseul. Alors la loge Choiseul, c'est particulier. C'est le seul espace privé dans une institution publique en France aujourd'hui. Et la loge Choiseul, c'est aussi un héritage d'un privilège qui a été rédigé avant la Révolution française, au bénéfice du duc de Choiseul, qui avait été un grand ministre sous Louis XV, duc de Choiseul qui avait eu le très beau geste d'offrir pour la construction de l'Opéra-Comique ce terrain qui lui appartenait. Le terrain où nous nous trouvons était en effet une partie du jardin du duc de Choiseul dont l'hôtel particulier donnait rue de Richelieu. En échange du don de ce terrain, il avait négocié avec l'administration royale la propriété de cette loge et puis aussi d'un escalier, du rez-de-chaussée où il avait installé des boutiques. Alors, après la Révolution, les choses ont changé progressivement, mais les héritiers du duc de Choiseul ont toujours défendu la propriété de cette loge et nous gardons aujourd'hui, dans notre théâtre, financé par l'État, nous gardons aujourd'hui une loge privée qui ne peut être occupée que par les héritiers très lointains du duc de Choiseul, qui ne portent plus son nom, mais qui continuent à venir avec leur contre-marque pour assister au spectacle. À l'Opéra-Comique, il y a un atelier qui produit tous les costumes de tous les spectacles. On produit ici environ 400 costumes par an. C'est le Central Costume. On fait tout dans ce Central Costume, depuis la coupe jusqu'aux finitions de décors de tissu, en passant par la teinture d'étoffe, la réalisation de perruques, de postiches, de chapeaux, d'accessoires de costumes. C'est vraiment un endroit très important pour la vitalité de notre institution. Nous produisons les costumes de tous nos spectacles. Ça représente environ 400 costumes par an. Bien entendu, qui dit costume dit haute couture, il n'y a pas deux costumes qui se ressemblent, tout est fait selon les mensurations de l'artiste et de façon à favoriser son confort d'interprète et de façon aussi à correspondre à la vision qu'a de l'œuvre à la fois le metteur en scène et le créateur costume. Nous travaillons avec de très grands noms du costume de théâtre en France, nous travaillons régulièrement avec Christian Lacroix, qui a été le premier à apporter cette activité de teinture du textile à l'Opéra-Comique. Nous sommes d'ailleurs passés il y a quelques années à la teinture végétale, donc nous développons des savoir-faire extrêmement pointus qui sont favorables à l'environnement. Par ailleurs, dans la salle, le public étant très proche de la scène, le public profite toujours des détails des costumes, même des mouvements des tissus, des sons des tissus. On a une acoustique qui nous permet même d'entendre presque respirer les costumes et ça c'est très important.
on le sait, pour l'identité de nos spectacles. La valeur ajoutée de ces très beaux costumes maison est vraiment cruciale. Alors il y a plusieurs façons de venir voir l'Opéra Comique. Bien entendu, on réserve son spectacle et on vient profiter du bâtiment pendant les entr'actes et avant la représentation. Mais on profite aussi de l'acoustique magnifique de la salle et de ses lumières. L'autre façon plus classique, c'est de regarder sur le site de l'Opéra Comique les dates de visite proposées et de s'inscrire. Et à ce moment-là, on viendra à une visite dédiée en petits groupes et on pourra parcourir les différents lieux du théâtre. Et puis il y a une troisième voie, ce sont les journées portes ouvertes, aussi bien au moment du week-end Tous à l'Opéra qu'au moment des journées du patrimoine. Nous ouvrons les portes de l'Opéra Comique, nous organisons des ateliers, nous organisons des visites dans tous les coins du théâtre. En général, on arrive même à montrer le central costume à nos visiteurs. Et ce sont donc voilà, les trois moments différents pendant lesquels on peut voir l'Opéra Comique. Évidemment, le privilège doit être donné à la musique. Il faut venir voir l'Opéra Comique pendant un spectacle et vivre une représentation dans la salle Favart, c'est unique.